Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez après la projection de ce film SEMA que l'on doit au mouvement national des survivantes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. En ligne avec nous et à l'image, le docteur Denis Mukwege que l'on ne présente plus, prix Nobel de la paix, directeur de l'hôpital de Panzi. Bonjour. Bonjour Sonia Relly. Chantal Moulop également, conseillère spéciale en matière de violences sexuelles du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il y a aussi Machéri Ekwa, donc la réalisatrice de ce film, très perturbant, très touchant, mais aussi unique, j'ai envie de dire, puisqu'il fait jouer des survivantes de violences sexuelles en RDC, membres de ce mouvement, donc le Mouvement national des survivantes des violences sexuelles en RDC. Tatiana Moukanire, vous en êtes la coordinatrice nationale. Un premier mot d'abord. Ce film a déjà reçu 2 prix, donc l'un au DC Independent Film Festival à Washington et l'autre au Through Women's Eyes Film Festival à Sarasota, et ça c'est en Floride. Ce film est également sélectionné pour 3 autres festivals. J'imagine que ce n'est pas forcément ce que vous aviez en tête au départ. À qui s'adresse ce film? En fait, au tout début, quand on a pensé faire ce film, on pensait faire un film documentaire, mais on s'était rendu compte qu'il y avait déjà d'autres documentaires qui parlaient de violences sexuelles. Et c'est comme ça qu'avec d'autres survivantes, on a écrit le scénario. C'était dans l'objectif de sensibiliser la communauté congolaise, de sensibiliser notre propre communauté pour qu'ils comprennent un peu ce que nous vivons au quotidien, notre propre douleur. Et aujourd'hui, c'est vraiment une fierté de voir que ce film est en train de faire la fierté de survivantes de par le monde. Il a été sélectionné dans des festivals et il y a déjà 2 prix par rapport à ça. Et toutes les survivantes du monde et toutes les survivantes de la RDC, nous sommes fiers de ce film parce que c'est quelque chose qui va garder en mémoire ce que nous avons vécu et qui va sensibiliser le monde par rapport aux violences sexuelles. Docteur Denis Mukwege, la question des violences sexuelles, on en parle depuis trop longtemps en RDC, et parce que trop souvent encore, il y a de l'impunité. Pour vous, cette impunité, elle trouve son socle dans les 2 guerres qu'a connues votre pays? En effet, pour la première fois que j'ai traité une victime de violence sexuelle, c'était tout à fait nouveau pour moi, le viol avec extrême violence. Ces traitements, je pensais avoir affaire à un cas isolé. Malheureusement, au fil du temps, j'avais observé qu'il y avait des femmes qui venaient, qui racontaient pratiquement les mêmes histoires, donc de viols avec extrême violence. Et chaque groupe armé, malheureusement, avait sa technique de torture, donc ce qui va nous amener à constater que c'était des viols qui étaient méthodiques, mais aussi massifs, puisque on avait des villages entiers qui étaient violés dans une nuit, et donc on ne pouvait pas, c'est vrai, les faire sans qu'il y ait une méthode, et c'était des viols qui étaient systématiques, puisque si aujourd'hui nous parlons beaucoup plus des femmes, c'est puisque tout simplement dans notre série, il y a 1%, il y a 99% des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont violés. Et on a observé qu'il y a autant les bébés que les grandes femmes. Donc, vraiment, c'est dans un contexte de conflit et de l'impunité totale pendant la Deuxième Guerre du Congo que nous avions observé ces phénomènes tout à fait nouveaux. Et pourtant, on ne peut pas dire que ces violences n'ont pas été documentées. D'ailleurs, en fait, cette année, les 10 ans du Mapping Report, c'est ce rapport des Nations Unies qui avait documenté 617 crimes contre l'humanité et crimes de guerre, donc commis entre 1993 et 2003. Et pour vous, vous le rappelez souvent, c'est vraiment capital que ces crimes soient jugés. Absolument, puisque nous pouvons très bien constater que si ces crimes ne sont pas punis, malheureusement, les criminels vont continuer à commettre ces crimes. À l'occasion de 20 ans de massacre commis à l'Emera en octobre 2016, j'étais retourné à l'hôpital de l'Emera et j'étais accompagné par vous, Sonia Relé, et nous cherchons tout simplement à nous entretenir avec donc les survivantes, des témoins de ces crimes de guerre.
mais l'ambiance dans le village que je connaissais très bien, c'était une ambiance qui était très lourde, où l'on sentait directement le poids d'un traumatisme individuel, mais aussi un traumatisme collectif, mais aussi la peur. La peur dominait le visage de toutes les personnes qu'on voyait, et personne ne semblait vouloir s'exprimer. Et donc, lorsqu'on quittait le village, il y a un infirmier qui s'était approché de moi et qui va me souffler à l'oreille: docteur, nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons pas vous dire ce qui se passe dans ces villages, puisque tout simplement, le commandant de l'armée en poste ici à l'Émirat était l'un des commandants qui ont donc conduit les massacres à l'Émirat en 1996. Et si nous parlons à votre départ, certainement qu'il peut nous tuer aussi. Donc, 20 ans après, la population est profondément terrorisée, l'absence de la libération donc de la parole. Et ici, on peut très bien observer, malheureusement, que la vérité ne sort pas. Toute possibilité donc, de guérison et de renouer avec les fils d'une vie normale n'est pas possible dans ces conditions. Donc, pour moi, il est clair, on ne construira pas la paix avec des bourreaux en uniforme qui intimident et qui continuent à intimider chaque jour les survivantes. Il faut absolument que ces rapports mapping, qui a été un rapport fait par des professionnels, on peut très bien, en lisant les rapports, on voit très bien quels sont des professionnels qui ont fait ces rapports. Je crois qu'il faut absolument qu'on puisse envisager et préconiser des mesures qui permettent à ce que nous puissions assainir cette situation de violence. Et moi, je pense que ce rapport est très intéressant dans la mesure où ce rapport propose d'abord une profonde réforme du secteur de la sécurité. Et ceci s'impose, c'est une priorité. Et ça constitue même un prérequis qui est indispensable, à mon avis, à tout effort visant à apporter non seulement la paix, mais aussi la stabilité et sécuriser les victimes de violences sexuelles, en donnant à ces victimes la possibilité tout simplement de se reconstruire leur vie loin de la peur et des traumatisations récurrentes. Vous pouvez vous imaginer, à chaque fois quand nous faisons des efforts avec ces femmes et qu'elles retournent dans leur village, la peur, c'est d'être violée pour la seconde fois. Et ce que nous avions observé, c'est très, très difficile de pouvoir aider une personne. On n'a plus de langage pour encourager une femme qui a déjà été violée 2 ou 3 fois. Et elle a l'impression que elle est abandonnée à elle-même et que sa seconde vie. Je pense que la deuxième recommandation de ces rapports, c'est vraiment poursuivre et juger les auteurs des crimes les plus graves. Je crois qu'on ne peut pas laisser des criminels en liberté, des criminels même à qui on a donné des grades, pas seulement en République démocratique du Congo, mais dans les pays voisins, où on connaît des gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont détruit des vies en République démocratique du Congo et qui sont gradés dans leur pays en République démocratique du Congo. Il faut absolument que les gens qui ont commis les crimes les plus graves puissent être poursuivis. Et ici, le rapport mapping avait même donné la liste de ces différents criminels. Malheureusement, sous la pression des États voisins, ces rapports ont été expurgés. Donc, les noms de ces criminels ont été expurgés de ces rapports. Et je crois que ça, c'est quand même dommage. Vous aviez dit 617 crimes ont été répertoriés, constituant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même des crimes qui peuvent constituer des crimes de génocide. Et dans ces rapports, 617 crimes, on va trouver des femmes qui étaient enterrées vivantes. Et avant d'être enterrées, elles étaient violées, empalées même. Ce sont des crimes graves. Des gens qui ont cherché refuge dans des églises et qui ont été calcinés dans ces églises. Des malades qui ont été assassinés sur leur lit d'hôpital. Ces crimes ne peuvent être ni oubliés, ni rester impunis. Si on les laisse impunis, c'est comme si on autorise
Et c'est ce que nous avons l'impression aujourd'hui, c'est que les gens ont l'impression qu'ils peuvent continuer à commettre ce type d'actes sans la moindre conséquence. Et ici, le rapport mapping précise que, donc, à l'absence de la volonté ou la capacité de la justice congolaise, et je pense que ce n'est pas seulement un problème de capacité, puisque les criminels sont au Congo, mais il y en a aussi qui sont dans les pays voisins. Les rapports préconisent donc l'établissement d'un tribunal pénal international pour le Congo, et ou alors avoir des chambres spécialisées mixtes. Vraiment, nous appelons de nos voeux la mise en place de cette recommandation et tout simplement que la compétence d'une telle juridiction ne devra pas se limiter aux crimes commis entre 1993 et 2003, mais devrait s'étendre jusqu'aujourd'hui. Comme vous savez, aujourd'hui, il y a 2 jours à Ituri, plus de 16 personnes, comprenant des femmes et des enfants, ont été massacrées. Et donc, ça donne tout simplement cette impression que ces crimes sont autorisés au Congo, alors que ce sont des crimes contre l'humanité. Et puisqu'ils restent impunis, les gens les font et ils continuent à les faire 20 ans durant sans se poser des questions, puisqu'il y a un déficit de la justice nationale, mais aussi la justice internationale. Donc, le droit international et humanitaire devrait se pencher sur la question de la République démocratique du Congo. Et en troisième lieu, face aux exactions qui sont massives commises en République démocratique du Congo, à mon avis, il faudrait aussi affronter notre passé. Nous devons avoir le courage d'affronter notre passé par l'instauration tout simplement d'un mécanisme non judiciaire, puisqu'il s'est passé tellement de crimes que tous ces crimes, par le mécanisme judiciaire, ça serait très difficile, l'administration de la justice. Mais je crois fermement qu'un mécanisme non judiciaire d'établissement donc des faits sous forme d'une commission vérité et réconciliation qui permet d'établir des responsabilités des acteurs aussi bien étatiques que des acteurs non étatiques. Ceci peut nous permettre d'éviter la répétition de nouveaux conflits et surtout, en fait, contribuer à la réconciliation. Merci. Si cette démarche n'est pas faite, malheureusement, on voit que c'est cyclique, les violences. Pendant 20 ans, les gens continuent à être massacrés sans raison. Je crois que pour aider cette région à s'en sortir, il faudrait que nous ayons le courage d'affronter notre histoire, avoir le courage d'instaurer des mécanismes non judiciaires qui permettent aux gens de pouvoir parler de leur passé, sortir tout ce qui les empêche en fait d'évoluer normalement. Et ici, je dois dire pour terminer que si le gouvernement congolais veut accompagner les pays, veut accompagner les victimes de violences sexuelles, veut transformer ces pays, accompagner les générations futures sur les chemins de la paix, et je dois dire que ces chemins existent. Ils existent. Mais ces chemins passera absolument par la justice, la vérité et des réparations pour les victimes. Hier, nous avions commémoré le 20 ans des massacres de Kisangani. La population de Kisangani, elle attend toujours qu'il y ait une réparation par rapport à ce qui avait été commis à Kisangani. Et là, je pense que notre gouvernement a besoin de faire des réformes qui sont ambitieuses et profondes de nos institutions pour permettre à ce que nous puissions donner aux générations à venir un pays où il fera beau vivre. Madame Chantal Moulop, conseillère spéciale donc, du chef de l'État en matière de violences sexuelles, vous avez été nommée il y a un peu plus d'1 an. Est-ce que pour vous, il faut que la RDC soit capable aujourd'hui d'affronter son passé pour mettre fin à l'impunité ? Je penserais que oui aussi. Il faut savoir premièrement que avant ma nomination, cette position, c'était la position d'une représentante. Alors le président de la République, M. Félix Tshisekedi, a
a mis cette position au haut niveau en mettant une conseillère spéciale. Comme ça, il est directement au courant de ce qui se passe et qu'il puisse garder ce leadership en tout ce qui est violence faite à la femme. Mais c'est vrai que nous devons revoir dans notre passé, qu'est-ce qui s'est passé dans notre éducation, qu'est-ce qui s'est passé dans notre éducation. Et en même temps, on a mis aussi en place dans le bureau du président de la République ce qu'on appelle un coordinateur qui va être en charge de changement de mentalité. Ouh là là, je crois qu'on vous a perdu. Chantal Moulop? L'image s'est figée. On vous retrouvera peut-être plus tard, peut-être un mot. Alors, un des autres problèmes donc de cette justice en RDC, c'est le problème de la corruption. Tatiana, le docteur parlait de la peur, mais parfois aussi, quand on arrive à porter plainte ou qu'on arrive à se manifester auprès des autorités judiciaires, on fait face à cet autre problème qui est qu'on se retrouve face à une justice qui peut parfois être corrompue. En fait, pour nous, le survivant, déjà, il y a des années, des décennies qu'il y a les violences sexuelles et qu'il n'y a jamais justice. Comme vient de le dire le docteur Mukwege, le 6 juin, on commémore le massacre de 6 jours, la guerre de 6 jours de Kisangani. Mais il y a le massacre de Kasika, de Mwenga. Jusque-là, on n'a jamais eu de justice. Et pour nous, en tant que victimes, en tant que survivantes, c'est décevant de voir qu'il y a de cela plusieurs années qu'on est rejeté, on nous a laissés à notre triste sort. Et deux fois, il nous est difficile d'aller en justice parce que tu vas y aller et demain, il y a par exemple ton bourreau qui se retrouve dans le quartier. On a peur de représailles. C'est pourquoi on s'est dit qu'il faut nous battre, on doit sensibiliser tout le monde pour qu'on puisse revenir dans nos droits. Beaucoup d'entre nous sont mortes dans leur douleur. Elles n'ont jamais pu avoir justice. Et nous qui vivons, peut-être que certaines personnes ne comprennent pas que être violée, être morte dans sa propre chair. Et ils ne comprennent pas vraiment cette douleur. Pourtant, si on a la justice, c'est quelque part adoucir cette douleur que nous avons au fond de nous. Et c'est pourquoi nous avons écrit un mémo que nous voudrions bien déposer à notre gouvernement pour que désormais justice soit faite, que l'on puisse nous remettre dans nos droits. Et comme on a bien parlé du rapport mapping, le rapport mapping montre tout ce que nous avons subi comme crime depuis des années. Mais ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, il y a de massacres à Beni, il y a eu de viols et violences au Kasaï central. Rien n'a été fait. Et aujourd'hui encore, on doit réveiller notre gouvernement de faire des actions par rapport à ça, parce que nous en avons besoin. On risquera un jour de constater amèrement que notre pays est un pays de traumatisés, parce que c'est plusieurs familles qui vivent avec le traumatisme du viol, c'est plusieurs familles qui vivent avec le traumatisme du massacre. Et ça ne serait pas bien que nous puissions continuer dans ce sens-là. Donc pour vous, c'est plus une question en fait finalement de manque de volonté politique plutôt que de dysfonctionnement lié à la magistrature, que ça soit compétences, sensibilisation, corruption? Oui, moi je le qualifierais ainsi, parce que en fait, si le président de la République, je donne un exemple, peut dire désormais la personne qui sera corrompue, la personne qui va accepter qu'il y ait des arrangements à l'amiable aura à répondre devant la justice. Je pense que cela ne se reproduira plus. Et si à la fin, on essaye de prendre le rapport mapping et qu'on essaie de mettre en prison, de condamner toutes ces personnes qui ont participé à ces massacres, qui ont participé à ces viols, je ne pense pas qu'il y ait une personne normale qui puisse violer une femme tout en sachant qu'il y a une justice bien faite, une justice bien recadrée à laquelle il va répondre. Parce qu'aujourd'hui, le viol, c'est comme si c'est devenu un héritage quelque part.
nous, on a été violés, nos enfants sont en train d'être violés et ça continue. Nos grands-mères ont été violées. Et bien en effet. Alors, on ne peut pas parler de justice sans réparation, c'est un peu l'autre volet. Guillaumette Songo, bonjour. Vous êtes coordinatrice du mouvement pour le Nord Kivu. Obtenir réparation, ça change quoi donc pour une victime sur la manière de se voir et sur la manière dont on est reconnu aussi par la société? La réparation est aussi importante et a une très grande importance dans la vie des survivantes parce que ça reconstruit des vies des survivantes de violences sexuelles. Mais aussi, il faut signaler que c'est à l'État d'assurer le respect des droits humains et c'est à lui aussi de réparer car c'est un droit fondamental des survivantes. Au niveau international, on est en train de parler de réparation. Ça, c'est au niveau international. Nous voulons qu'au niveau national, donc au niveau de la RDC, qui est aussi un fonds de réparation pour les victimes de violences sexuelles. Docteur Mukwege, donc on ne peut pas parler de justice sans réparation. Donc avec Nadia Mourad, qui était votre co-prix Nobel de la paix en 2018, vous avez créé en octobre 2019 un fonds mondial de réparation des victimes de violences sexuelles. Qui devrait prendre en charge ces réparations en République démocratique du Congo? En fait, le fonds que nous avions créé, je pense que ça, il faut vraiment recadrer les idées. Ce n'est pas un fonds qu'on a créé pour que le fonds se substitue aux États. Non, pas du tout. Je crois que ces fonds, c'est pour aider, accompagner les États, accompagner les victimes, pour qu'en fait, ce soit les États, lorsque ça se passe, ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, les responsables sont connus et je crois que l'État doit jouer son rôle. Nous, avec ces fonds, nous pouvons juste aider avec l'expertise, nous pouvons aider les victimes à pouvoir aller en justice pour demander cette réparation, mais cette réparation ne peut se faire que par ceux qui ont commis ces torts. Et il y a des torts qui ont été commis, des crimes qui ont été commis par des forces des armées étrangères. Et je crois qu'il y a eu même des arrêts qui ont été rendus par la Cour de justice internationale par rapport, par exemple, à Kisangani. Et il faut que le gouvernement congolais puisse se pousser à ce que ces États puissent respecter, donc honorer cet arrêt, par exemple, de la Cour de justice. Et de l'autre côté, lorsque les crimes ont été commis par les forces de l'ordre, il n'y a aucun doute, c'est le gouvernement congolais qui doit réparer. Et donc, les victimes attendent la réparation de la part du gouvernement congolais. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir aider, accompagner ces phénomènes donc, de réparation, puisque nous pensons que les victimes de violences sexuelles ne peuvent pas guérir si elles ne sentent pas qu'effectivement, les torts qu'elles ont connus et donc reconnus par la société, que la société sent cette responsabilité et que la société répare les torts qu'elle a commis sur les victimes. Et donc, il n'est pas question que le fonds se substitue aux États. Au contraire, le fonds est là pour aider les États à pouvoir donc jouer leur rôle lorsqu'il s'agit des réparations de leurs citoyens. En République démocratique du Congo, c'est vrai. Madame Moulop, vous l'entendez, Oui. les survivants de victimes de violences sexuelles réclament la justice, mais aussi réparation. Là-dessus, qu'est-ce que l'État peut faire et à quoi vous pourriez vous engager aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous espérez faire de votre mandat? Oui, il y a eu des rencontres avec le ministre des Droits humains pour pouvoir travailler en collaboration pour mettre en place un tribunal d'instance sur, comment je peux dire, sur les violences sexuelles et sur les droits humains. Excusez-moi, il y a tellement de mouvements à la maison ici. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en place des chambres spécialisées. Il y aura des chambres dans ce tribunal-là qui seront dédiées seulement pour les femmes qui vivent la violence sexuelle ou d'autres chambres qui seront dédiées seulement pour ceux qui Effectivement.
victimes de la même façon, un fonds de réparation pour les personnes qui vivent la violence sexuelle ou les violences dans les zones de conflit, et un autre fonds de réparation pour tous ceux qui ont vécu des violences, qui sont des victimes des droits humains. C'est ça qu'on est en train de pouvoir mettre en place d'ici là. Donc ce sera, disons, un tribunal ou des cours qui seront spécialisés sur les violences sexuelles. Voilà, qui seront dans un seul tribunal, mais ça sera des chambres. Au lieu de faire seulement un seul tribunal qui est dédié seulement pour la violence sexuelle. Et donc ça veut dire qu'il y aura des magistrats qui seront spécialisés sur ces questions-là? Voilà, exactement. Donc j'imagine que ça va prendre du temps parce qu'il faut qu'il y ait de la formation, il faut qu'il y ait les moyens aussi. On sait qu'une partie de la magistrature, même depuis les premières élections de 2006, on a longtemps attendu la mise en place de la plupart des cours de justice au Congo. Vous pensez que ça peut prendre combien de temps, l'installation de ces chambres? D'ici là, parce qu'on a signé l'addendum du communiqué conjoint. Vous savez qu'il y avait un communiqué conjoint en 2014 qui a été signé entre le gouvernement congolais et les Nations Unies, et parce qu'il fallait délister le pays, enlever le pays dans la liste noire de violences sexuelles en zone de conflit. Le communiqué conjoint a eu une évaluation qui s'est faite en 2016. Alors, il fallait maintenant signé un addendum qui a été fait avec la présence de Madame Pramila Patens et le Premier ministre du Congo, Monsieur Ilunga, et sous la tutelle du président de la République. Et ce communiqué conjoint a un plan stratégique. À partir de ce plan stratégique, les tribunaux spéciaux sont inclus dans ce plan stratégique. Alors, ça ne prend que, on se dit le confinement, non, peut-être qu'on est en train de voir comment est-ce qu'on va commencer des activités parce que pour le moment, avec le confinement, c'est vrai que tous les bureaux travaillent vraiment en minimum. C'est-à-dire que vous prévoyez que ce soit, par exemple, d'ici la fin du premier mandat, enfin de cette mandature de Félix Tshisekedi, vous pensez que c'est… Oh, bien sûr, bien avant que ça, d'ici avant septembre, qu'on va déjà commencer à mettre tout ça en place, parce que le plan stratégique a été accepté. On l'a travaillé ensemble avec les Nations Unies, et il ne reste plus qu'à le mettre en actif. C'est tout ce qui reste à faire, et que tous les acteurs puissent participer, c'est-à-dire les différents ministères qui doivent participer, et aussi la société civile. Et pour les chambres extraordinaires qui étaient recommandées par le Mapping Report sur les crimes de guerre, est-ce que cela, on en parle aujourd'hui? Ça fait 10 ans que ce rapport est sorti. Est-ce que sous la présidence de Félix Tshisekedi, on va voir la mise en place de ces chambres extraordinaires? Oui, on en parle, surtout le ministre des Droits humains, il en parle de plus en plus. Je pense qu'il est même allé à Genève en parler aussi. Et tout ce qui reste, comme je dis, c'est vraiment que tous les acteurs se réunissent avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, des Forces armées, qu'on puisse se réunir pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer, mettre ça en application. Et ça doit passer dans le Conseil de ministres aussi. Alors la justice, les réparations, c'est une forme de reconnaissance, c'est sûr, mais malheureusement, force est de constater aujourd'hui que le plus souvent, les victimes de violences sexuelles sont stigmatisées, comme d'ailleurs parfois leurs enfants. Desange Kabouo, vous êtes une des survivantes de la campagne de viol de Minova. Il y a eu un procès très critiqué avec des militaires jugés, donc un début de justice. Ça veut dire quoi d'être stigmatisé? En fait, vous savez que la stigmatisation qu'on parle, c'est comme des stéréotypes que la communauté juge la victime. Comme par exemple le procès qui était passé ici à Minova, c'était vraiment un procès très désolant. Une chance qu'on avait, c'était seulement parce que les victimes étaient voilées lors de ces procès-là. Mais vraiment, c'était un procès là très, très désolant. Qu'est-ce qui vous a gêné dans ce procès? On avait seulement condamné une personne et puis un seul militaire était condamné et puis les trop dégradants, on s'est demandé pourquoi on avait condamné seulement une personne. Est-ce que c'est cette personne qui avait violé toute la communauté de Minova?
Donc, le procès était mal fait. On était vraiment très, très déçus de ce procès. Et puis, pour la stigmatisation, la plupart, les victimes qui n'étaient pas parties au procès, elles faisaient partie, elles stigmatisaient aussi d'autres victimes. Et puis, c'était un procès qui a duré vraiment chaque fois, on disait d'aller au procès. Et puis, encore, on disait non, on va revenir demain. Vous voyez, c'est un procès qui avait fait partie, un très moment qui était très difficile pour nous, parce que même les militaires, quand ils nous voyaient partir au procès, ils nous pointaient aussi dedans. La communauté aussi ne nous a pas vraiment acceptés en tant que victimes de ces viols et violences sexuelles. Nos enfants même, ils n'étaient pas acceptés. Nous avons les enfants fruits de ces viols. Vraiment, ils n'étaient pas acceptés dans la communauté. La communauté elle-même nous donne des mots choquants. La communauté elle-même, vraiment, nous traumatise davantage. Nous sommes vraiment désolés de ces procès. Je ne sais pas si le Congo va avoir un beau procès un jour. Vous savez que la stigmatisation va chaque jour va dans la vie de la famille, dans la vie de la victime, parce que la stigmatisation, avec ça, on a peur de faire tout ce qu'on pourrait faire. On a peur de faire quelque chose dans la communauté parce qu'on est pointé des doigts. Chaque fois, on donne des mots choquants. Ça nous ronge, nous sommes déçus. Docteur Mukwege, avec ce témoignage-là, on le voit bien que malheureusement, une justice mal administrée, ça va être presque la double peine pour les victimes, et finalement, c'est les bourreaux qui, eux, s'en sortent bien. Absolument, je crois que ce que j'avais dit, lorsqu'on accepte que les bourreaux puissent rester avec les victimes, que les bourreaux puissent administrer les victimes et qu'on demande aux bourreaux de protéger les victimes, comme vient de le dire bien des anges Kabou, c'est pénible pour les victimes de vivre avec leurs bourreaux. Et à la limite, elles qui ont eu le courage à Minova de porter plainte, après ce sont plutôt les bourreaux qui se moquent d'elle en montant, en les pointant du doigt, que finalement, vous aviez porté plainte, mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Et comme l'a très bien dit, parfois, elle risque même d'être pas seulement stigmatisées, mais elle risque, j'ai vu des victimes qui ont quitté leur village, qui ont fui, puisqu'elles étaient en insécurité par rapport à leurs bourreaux. Et je pense que ça n'encourage pas les femmes d'aller en justice, puisque là, c'est une seconde, en fait, punition qu'elles subissent de la part de la société. Au lieu que la société puisse les aider à se reconstruire, que la société puisse reconnaître le mal qu'elles ont subi, la société puisse reconnaître qu'elle n'a pas su les protéger, en fait, elles sont abandonnées à elles-mêmes et surtout abandonnées dans les mains de leurs bourreaux. Et je pense que ce que vient de dire Chantal Moulopé, ça nous donne cet espoir de dire que le nouveau gouvernement veut absolument créer ces chambres mixtes. Ça serait une avancée formidable par rapport à ces violences sexuelles, puisque finalement, c'est comme si ceux qui commettent ces actes, ils sentent comme si c'était autorisé par la société, puisque ça n'a aucune conséquence. Et je pense que pour les victimes, c'est très, très difficile lorsque nous les prenons en charge et que nous discutons avec cette possibilité d'aller en justice. On sent souvent qu'il y a une certaine réticence, puisqu'elles se disent, en fait, je vais aller en justice, mais si je ne gagne pas, si on me traite de menteuse, si la communauté a l'impression que je voulais tout simplement avoir un bénéfice, beaucoup de victimes préfèrent garder silence ou tout simplement souffrir dans leur chair au lieu d'aller en justice. Et c'est notre rôle, nous, la communauté. Ça fait partie de la réparation, de pouvoir les encourager, leur montrer que ce n'est pas de leur faute, qu'elles ont subi ce qu'elles ont subi, puisque nous, la communauté, nous n'avons pas été capables de les protéger. Et je pense que si les femmes se sentent soutenues de cette façon, elles auront beaucoup plus le courage d'aller en justice. Et si elles vont en justice, c'est une façon aussi, la justice, ce n'est pas seulement pour mettre
les bourreaux en prison, mais c'est aussi pour dissuader en fait la société de comprendre que le corps des femmes appartient aux femmes et que les femmes doivent gérer leur corps et que ces corps n'appartiennent pas à la communauté. Moi, je crois que nous avons besoin de la justice pour aussi cette pédagogie. S'il n'y a pas la justice, les gens ont l'impression que c'est autorisé. Et malheureusement, quand on voit la souffrance, quand on voit même quand Kabou parle de ça maintenant, sa déception saute aux yeux. On ne peut pas se poser des questions. Elle est traumatisée par rapport à ce qu'elle a subi, d'abord comme viol, mais également à ce qu'elle subit aujourd'hui par rapport à la déception qu'elle a eue de se rendre compte qu'on ne pouvait pas rendre justice. Et je crois que nous devons lutter contre cette stigmatisation. Il y a quand même plus de 50% de femmes dans ces pays. On ne peut pas les laisser dans cet état où elles se posent des questions par rapport à leur avenir, où elles ont l'impression que c'est de seconde classe. Ce n'est pas acceptable. Et je crois que ces progrès, nous l'attendons, Madame Moulope, et je pense que votre engagement pourrait porter des fruits qui peuvent changer en fait ces pays, puisque nous, avec les femmes, je crois que c'est elles qui feront le changement de ces pays. Tatiana Moukaniré, en quoi est-ce que c'est difficile d'affronter comme ça la stigmatisation? En fait, il faut comprendre d'abord que la stigmatisation fait partie de conséquences de violences sexuelles. Quand on est violé, on est stigmatisé, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a autre chose. Mais seulement la stigmatisation nous frappe plus parce qu'on est stigmatisé dans deux volets, par nos propres familles et par notre propre communauté. Et ça nous crée souvent de soucis de voir que votre propre famille arrive à vous rejeter. Comment renouer ces liens-là quand vous avez été rejeté par votre famille? Comment se retrouver, comment reprendre, se réinsérer socialement dans la communauté quand la communauté elle-même ne veut pas de vous? C'est vraiment pas facile pour ça. Et on essaie de se battre, mais certaines arrivent même à se donner la mort parce qu'elles n'arrivent pas à vivre avec cette douleur. Elles n'arrivent pas à vivre seule dans sa douleur, sans personne pour l'aider, sans personne pour l'appuyer. Bien sûr qu'on peut on a pu aller à l'hôpital, on a pu être suivi par un psychologue, c'est bon, le docteur Mukwege a fait ça pour nous et on est vraiment reconnaissant et on continue à se battre pour que cela continue. Mais est-ce que quand tu rentres dans ta propre communauté et que ta propre famille te renie, qu'est-ce que tu seras? Tu n'es pas vraiment une personne normale parce que tu n'arrives pas à renouer ces liens-là. C'est pourquoi aujourd'hui, on est là pour se battre et voir comment on va réussir à s'en sortir. Cependant, je voulais aussi poser une petite question à Madame Moulop par rapport au tribunal qui sera mis en place. Oui, allez-y. Ma question était de savoir, pour tout ce processus, tout ce qu'on est en train de faire, quelle sera la place de la victime? Quelle sera la place de la survivante? Parce que c'est elle qui connaît mieux ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a vécu dans sa propre chair. Quelle sera sa place dans tout ce processus, dans ce tribunal, dans tout ce qu'il y aura comme organisation pour mettre en place ces tribunaux-là? Je pense, Madame Moulop, que la question, c'est vraiment de savoir est-ce qu'il y aura un statut particulier, est-ce qu'il y aura une protection particulière pour ces victimes? Vous voyez bien que quand elles décident de témoigner, on le voit sur ce procès de Minova, la justice est presque pire que finalement l'absence de justice quand elle est mal faite et que les victimes ne sont pas assez entourées au moment de ce procès. Oui, c'est surtout pour qu'elle retrouve ses droits, que la victime puisse retrouver ses droits, et aussi pour qu'on puisse mettre en place, comment je peux dire, ce programme de fonds de réparation pour eux, pour que non seulement qu'ils ont retrouvé leurs droits, mais ils sont aussi pris en charge en même temps. Une prise en charge holistique qu'on est en train de planifier
pouvoir mettre en place. Mais aussi, il faudra qu'une loi soit votée sur ça. Et c'est ça qu'on est en train de pouvoir mettre, on est en pourparlers pour que la loi soit votée au Parlement. Et est-ce qu'il y aura une protection particulière accordée aux victimes? Est-ce Ah oui, que... bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, quand on a des victimes qui viennent vers nous, on les protège, hein. On les met dans des endroits de sécurité ou alors on les envoie dans les one-stop center. Alors ça, c'est un système qui va continuer, hein. On ne va pas abandonner les victimes. Si on voit que, bon, dans des cas qui sont extrêmement dangereux pour la victime qui va venir témoigner, on les protège dès le premier jour, avant, quand ils vont arriver, puis et après. Mais le problème, c'est que, en l'occurrence là, et notamment que ça soit, c'est vrai que pour les groupes armés, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, quand c'est pour, dans ce cas-là, des militaires qui sont impliqués, c'est que les officiers, les militaires ne sont pas immédiatement suspendus ou mis aux arrêts et que du coup, ils peuvent continuer. On le voit dans ce cas-là, mais on en parlait aussi sur tout ce qui était crime du mapping. Ils vivent avec leurs victimes, ils sont encore déployés sur les zones. Et donc, ils ont finalement un peu tous les pouvoirs, puisqu'ils ont les armes, sur ces victimes, alors que c'est presque cette même armée ou ces mêmes forces de sécurité qui devraient les protéger. Oui, oui. Premièrement, il y a la loi de protection des victimes qui est à être votée, mais il y a aussi, quand on a mis en place le communiqué conjoint, il y avait le plan stratégique de l'armée. Dans le plan stratégique de l'armée, il y avait la partie protection qui était là-dedans. Mais dans la partie, le plan stratégique de l'armée pour tout ce qui est violence sexuelle est arrivé à la fin. On doit remettre en place un nouveau plan stratégique. Et dans ce plan stratégique, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut faire grader plus les soldats, les soldats qui sont en charge pour aller protéger les victimes ou qui sont en charge de tout ce qui est violence sexuelle. Parce que souvent, quand il y a un lieutenant qui a commis l'acte, ils ont souvent celui qui n'est pas un lieutenant, qui est un sous-lieutenant, a du mal à aller arrêter son supérieur. Alors, on essaie de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut les upgrader pour que eux, ils aient cette facilité, qu'ils aient ce pouvoir de pouvoir arrêter, aller approcher Est-ce que c'est vraiment un problème de grade? Parce que quand on est sous-lieutenant, bon, mais normalement, si on est soutenu par sa hiérarchie, on ne devrait pas avoir ce problème-là. Et le problème que l'on voit de manière assez régulière, c'est qu'en fait, on a beau avoir des ordres d'une justice militaire, on a beau avoir même un général qui peut être ou un colonel qui peut être un auditeur militaire qui demande l'arrestation de certains officiers pour des crimes graves, on parle de massacre, on parle de viol, et qui n'arrive pas à obtenir de l'état-major que ces militaires soient arrêtés. Oui, ça c'est vrai. Dans le système, les généraux, ils sont avec nous, ils appuient le système, mais à l'action. C'est-à-dire que quand on apprend que la victime une personne a été violée et aller directement arrêter le bourreau, c'est souvent très difficile parce que si on doit aller passer par le général, c'est tout un système qu'il faut aller administratif. Alors, s'ils ont un grade un peu plus supérieur, ils peuvent directement aller arrêter le bourreau. Mais entre-temps, avec le nouveau plan stratégique de la police aussi, avec le nouveau vice-premier ministre de l'Intérieur, on a pu mettre en place un axe sur la protection des victimes aussi. Et bientôt, le plan stratégique a été signé et bientôt, d'ici peu, on va déjà le mettre en action. Et il ne reste plus que pour certains policiers de pouvoir signer leur acte d'engagement, leur acte d'engagement. Et de là, on pourra déjà passer en action. Et la brigade qui s'occupe des victimes à la police est complètement différente de ceux qui s'occupent des victimes à l'armée. Eux, directement, ils vont.
ils ont comme une permission, c'est comme s'ils ont une permission directement de s'engager directement vers leur supérieur s'ils ont commis, ils ont commis un crime. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Denis Mukwege. Oui, en fait, je pense que le problème par rapport à notre donc, secteur de sécurité, et c'est pour cette raison que le Mapping Report recommande à ce qu'il y ait une réforme profonde du secteur de sécurité, c'est puisque, en fait, nous avons une armée, une police aujourd'hui qui est constituée par des personnes qui n'ont jamais, on n'a jamais connu leur passé, il n'y a jamais eu un vetting pour savoir le passé des personnes. Et aujourd'hui, médicalement, nous le savons avec la neuroscience, c'est que quelqu'un qui a commis des viols, qui a tué, par exemple, sa mère dans un groupe armé, on l'oblige de mutiler ses propres parents pour qu'il ait une arme, qu'il viole ses propres parents, et puis on amène ces garçons de 12, 13, 14 ans pour violer d'autres femmes dans le village. Ce n'est pas tout simplement en le démobilisant qu'on va en faire un homme normal. Il est détruit quelque part en lui-même, il est traumatisé profondément. D'ailleurs, docteur, c'est ce qu'on voit régulièrement et c'est ce qu'on voit quand on voit le fait qu'on est passé d'une violence d'homme en armes à une violence chez les civils. C'est aussi à cause de cette démobilisation mal faite de gens qui auraient demandé un traitement. Exactement. Ce qui se passe aujourd'hui dans la société civile, parmi les civils où les viols augmentent, si vous enquêtez, vous allez voir que beaucoup de jeunes qui ont été dans des groupes armés, lorsqu'ils retournent, ils sont démobilisés, désarmés, ils retournent dans leur village, ils continuent à commettre ces actes donc de viol. S'ils entrent dans l'armée, ils vont continuer à faire la même chose. On les démobilise en changeant l'uniforme, mais on ne démobilise pas leur mentalité. Et donc, je pense qu'il est très, très important de réformer notre donc, secteur de sécurité. Et pour réformer, il faut partir par ces vettings, connaître le passé des gens, les écouter et savoir vraiment qui peut rester dans l'armée et qui ne peut pas rester dans l'armée. Si on garde des gens traumatisés dans l'armée, certainement que ces personnes vont continuer à commettre ces actes, ces crimes contre ces crimes à caractère sexuel. Et donc, c'est ce qu'on voit d'ailleurs au Kasaï, puisqu'on a vu au Kasaï que c'était des unités qui étaient déjà accusées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le Nord Kivu, qui se sont retrouvés au Kasaï et qui ont pratiquement commis les mêmes crimes. Et où on voit que mêmes crimes. C'est pour ça qu'une réforme profonde du secteur de sécurité est nécessaire. Et avec cette réforme, certainement, qu'on peut arriver à avoir une armée. Mais le mixage, les brassages qu'on avait eu, en fait, on a tout simplement désarmé, on a tout simplement changé les uniformes, mais on n'a pas changé la mentalité. Et donc, cette mentalité, on a intégré l'indiscipline dans l'armée, on a intégré ces crimes dans l'armée. Aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé au Kasaï témoigne très, très bien qu'il faut plutôt une réforme profonde que le faire superficiellement. Chantal Moulop, justement, vous parlez de plan stratégique là, au niveau de l'armée. Est-ce que justement, il ne faudrait pas revenir sur tous ces dossiers, dont beaucoup de dossiers d'ailleurs qui sont dans les tiroirs de la justice militaire, où on cite des noms d'officiers, on n'a même pas besoin d'aller chercher les noms du mapping report. Souvent, la justice militaire a les noms de ces officiers. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par ça, par faire une base de données et par finalement écarter de cette armée les officiers dont on sait qu'ils ont commis de manière répétée des crimes jusqu'à être inculpés, mais jamais être jugés. C'est que je peux dire, oui, je comprends. Mais c'est que je peux dire que le système de sécurité avait déjà commencé, la réforme du système de sécurité avait déjà commencé avec le pouvoir passé, mais il était en difficulté. Alors, avec le nouveau pouvoir, avec M. Félix Tshisekedi, on est en train de le renouveler et de le renforcer. Alors là, vous pouvez déjà voir qu'on a pu nommer nommer plusieurs juges pour le moment. Et là, on est en train de renforcer déjà la police nationale. On est en train de renforcer aussi l'armée.
et de pouvoir mieux protéger, pour pouvoir mieux protéger la population. Pas seulement les victimes de violences sexuelles, mais vraiment toute la population possible. Et c'est pour ça que dans les premiers, comment je peux dire, les premiers mois de la nomination du président de la République, il a voyagé autour de tous les pays qui sont limitrophes du Congo pour pouvoir mieux renforcer le système de sécurité et le rapport entre tous ces pays. Là, du côté sécuritaire. J'aurais une question à Madame Lop. Sarah, donc survivante de violences sexuelles également. Oui. Vous pouvez poser la question. Okay. Je reviens à la question de Madame Tatiana concernant la place des survivantes dans tout ce que le gouvernement est en train de faire actuellement. Parce qu'à entendre Madame Lop, il y a déjà un changement qui est en train de s'opérer selon elle. Mais je voulais savoir, est-ce qu'ils ont pris le temps d'écouter la survivante? Parce que tout ce qui est sûr, c'est tout ce qui sera fait sans la survivante sera carrément ne marchera pas. Parce qu'elle est la seule qui sait ce qu'elle veut réellement. En matière de réparation, elle est la seule qui connaît ses besoins. Et donc, moi, je trouve que si tout ce qu'ils font, ils le font donc sans faire participer la survivante, sans écouter la survivante, de sûr que ça ne va pas marcher parce qu'il risque de mettre en place des programmes qui ne vont pas rencontrer les besoins que nous avons. Je voulais maintenant savoir s'ils ont pris le temps d'écouter les survivants, d'échanger avec eux. Chantal Moulop, est-ce qu'il y a un cadre dans lequel vous pourriez recevoir les recommandations des survivantes? Parce que là, vous parlez d'avancées, d'ajouts à des communiqués ou à des procédures. Où est-ce que les survivantes ont la place de donner leurs recommandations? OK. Nous, on va travailler avec la loi portant sur la protection des survivants et avec différentes collaborations. C'est pour ça qu'on s'est approché du docteur Mukwege et de la Fondation Panzi. On a déjà commencé à travailler avec eux, avec le One Stop Center de Panzi qui est ici à Kinshasa. Et ça va nous permettre d'être de plus en plus proches des survivants, des victimes. Est-ce que ça ne serait pas possible, par exemple, que le mouvement national on voit qu'il y a beaucoup de cadres de concertation, ou souvent dans les cadres de concertation État, société civile. Est-ce que ça ne serait pas possible que vous vous engagiez à les recevoir sur cette thématique-là pour pouvoir… On est vraiment ouvert à tout le monde, à eux tous. On est prêts à les recevoir tous et à travailler tous ensemble. Il ne faut pas oublier que le Congo est le dernier pays avec le Soudan qui n'a pas encore prononcé la tolérance zéro. C'est-à-dire le président de la République est en train de se préparer après le confinement ou peut-être si le confinement dure plus longtemps, de pouvoir prononcer la tolérance zéro qui a été signée avec l'accord de Maputo. De Kampala, excusez-moi, de Kampala, où tous les pays ont signé et ils l'ont prononcé et il y a eu des activités qui ont été mises en place. Et dans ces activités-là, il y a aussi des activités pour les survivants de violences faites à la femme qu'on doit les écouter, qu'on doit les approcher aussi. D'accord, donc ça sera possible d'avoir une rencontre. On va peut-être parler de deux autres cas quand même de stigmatisation. On l'a un tout petit peu évoqué, mais ça mériterait peut-être… J'avais une préoccupation. Oui, j'avais une question à poser à Madame Chantal Moulop. Ah, il y a beaucoup de questions pour Madame Chantal. Je remercie d'abord le gouvernement. Mamie, donc allez-y, posez votre question. Je remercie d'abord le gouvernement congolais et le chef de l'État d'avoir mis en place cet organe-là. Et je peux dire de reconduire parce qu'avec le gouvernement passé, on avait ce même organe dirigé par Janine Mabunda à l'époque. Et ils avaient les mêmes stratégies presque, mais ce qui nous avait vraiment déçus, c'est la mise en application. Maintenant, j'aimerais savoir, cette fois-ci, on a mis des stratégies adéquates, comme nous, par exemple, ici à l'Est, au Nord Kivu. Au Nord Kivu, nous avons enregistré tas de victimes de violences sexuelles qui ont comme auteur des groupes rebelles, comme par exemple à Massissi, on a des groupes Mai Mai, à Rutshuru, on a des FDLR, à Beni, on a des ADF Nalu, qui sèment la terreur et qui continuent à massacrer, à violer les femmes. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'avant de tracer ces stratégies, vous avez tenu compte du contexte de chaque province
Parce que nous, ici, au Nord Kivu, vraiment, on souffre. C'est du jour au jour qu'on enregistre des survivants de violences sexuelles, mais il n'y a pas vraiment de stratégie adéquate par rapport à leur prise à charge, surtout. Même, vous allez voir, on n'a pas même de one-stop center. Ici, en ville de Goma même, à part les privés comme Hill Africa, Keshero, qui ont leurs propres fonds, les gouvernements congolais n'ont pas mis en place des structures sanitaires pour pouvoir sauver les survivants de violences sexuelles. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'avant de tracer ces stratégies, vous avez tenu compte du contexte de chaque province? Et c'est ça, à bref. Est-ce que vous avez fait une évaluation province par province des structures qui existaient et de ce que faisait l'État, Madame la conseillère? Oui, on a repris toutes les structures que Madame Mabunda travaillait déjà avec. Alors, le seul problème qu'on s'est rendu compte, c'est que, comment je vais dire, les databases, les données ne sont pas les mêmes quand ils viennent, par exemple, de Kivu, qui ont été pris par certaines ONG ou par le gouvernement ou d'autres organismes. Alors, on s'est dit non, il faudra mettre un système en place de base de données en se basant sur le modèle de Panzi pour que ce base de données soit ce système soit un système universel ici au Congo et où on sait que telle personne dans telle région a été victime de violences sexuelles par tel genre de bourreau. Et on va aussi inclure les hommes aussi dans ce système parce que les hommes n'étaient même pas dans le système. Et pour pouvoir avoir les bonnes valeurs, les bons éléments. D'accord, donc vous avez déjà besoin en fait de meilleures données de terrain là-dessus, mais, voilà. mais sur l'accompagnement, ça doit être possible de le faire sans parler du nombre de victimes ou de qui sont les responsables. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la plupart des provinces, il faut quand même être honnête, que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu, même en Ituri ou au Kasaï où on a beaucoup enregistré de cas, ce n'est pas l'État qui vient au secours des victimes de violences sexuelles, c'est vraiment des structures privées, souvent soutenues par des bailleurs de fonds étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas un paradigme là qu'il faudrait changer pour qu'on voit enfin l'État être en première ligne aussi de ce sujet, quoi, de l'accompagnement des victimes? Par exemple, nous avons la situation au Kasaï. Au Kasaï central, il y a eu le viol de femmes avec les Kamwinansapu. Mais jusque-là, les femmes n'ont jamais obtenu assistance. Les femmes ont de fistules chroniques et personne ne vient à leur secours. C'est important que l'État puisse faire une mesure d'urgence pour voir comment aider ces femmes-là, parce qu'elles sont rejetées à leur propre sort. Elles ont été atteintes du VIH, elles ont eu plusieurs problèmes liés à leurs appareils génitaux et rien n'est fait jusque-là parce qu'il n'y a pas d'organisations qui ont de one-stop center au Kasaï central, précisément à Kananga et à Chikapa. Effectivement, oui, à Kananga et à Chikapa, il y a un vrai problème qui se pose, et ça, toutes les associations de femmes le disent, qu'il y a un problème d'accueil des victimes de violences sexuelles, même si MSF faisait un travail à un moment, et puis qu'il y a même un problème de justice totale au Kasaï, puisqu'on s'est retrouvé pendant des mois, voire des années, avec des informations relatives à des femmes devenues esclaves sexuelles au Kasaï, donc Kasaï Chikapa, et où on connaît même les responsables. Ces responsables sont des responsables politiques. Des enquêtes ont été ouvertes, ces gens-là n'ont jamais été arrêtés, et on se retrouve maintenant avec non seulement des femmes victimes de violences sexuelles, esclaves sexuelles, mais parfois même leurs filles qui sont en train de devenir esclaves sexuelles, avec une dimension ethnique. Est-ce que vous avez relevé que la situation au Kasaï était particulièrement dramatique? S'il vous plaît, je pourrais intervenir puisque je crois que pour le moment, nous sommes en train de faire vraiment un travail d'évaluation. Je crois que le bureau de Madame Chantal Moulop, avec lequel nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut créer un partenariat où j'espère que nous, on peut être comme un partenaire technique pour en fait, la mise en œuvre de ces One Stop Center, puisqu'on a été au Kasaï. C'est vrai que ce qui se passe au Kasaï, c'est dramatique.
c'est dramatique ce que vivent les femmes au Kasaï. Il faut absolument qu'on puisse trouver des solutions. Nous discutons aujourd'hui avec des bailleurs, comme par exemple la Banque mondiale, de voir dans quelle mesure on peut venir en aide de façon holistique à toutes ces femmes. Il faut toujours comprendre qu'on ne peut pas lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo si on laisse les femmes dans ces conditions. Nous avons été dans des endroits, par exemple, opérer des fistules. On opère aussi bien à Cabinda, dans les Kasaï, on opère en Mbujimai, mais aussi on opère dans l'Équateur. Et quand vous trouvez, je dois dire, les conditions dans lesquelles vivent les femmes aujourd'hui, dans beaucoup de provinces, ce sont des conditions inhumaines, inacceptables. Et je pense qu'avec le bureau de Mme Moulope, nous sommes en train de signer un partenariat où on verra dans quelle mesure ce que nous faisons déjà à Panzi, on peut donc mettre ces mêmes modèles dans plusieurs formations, puisque c'est un besoin et il est urgent. On ne peut pas laisser les femmes dans ces conditions. Il faut tout simplement que peut-être aussi le mouvement des survivantes puisse nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire, puisque je crois qu'on a besoin de ces femmes courageuses, de ces femmes qui osent dénoncer ce qui se passe, de pouvoir aussi attirer l'attention pour qu'on puisse construire un système national. Mais on est encore très loin, puisque je peux vous dire que nous étions à Kinshasa, on a inauguré le One Stop Center à Kinshasa, mais si on voit ce que les filles de 6 ans subissent à Kinshasa et que tout le monde n'en parle pas, c'est inadmissible. Et je pense que nous étions très contents de voir que Mme Moulope a été avec nous dans l'inauguration. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment on peut mettre des One Stop Center même dans la ville de Kinshasa, où on pouvait considérer qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais malheureusement, je crois qu'il y a des endroits où la condition des femmes fait tout simplement honte à notre race humaine. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire et il faudrait absolument que le bureau de Mme Moulope puisse venir en aide aux organisations de la société civile, puisque je crois que ça sera la meilleure façon de mettre ce système en place partout en République démocratique du Congo. Madame la conseillère, vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'a dit le docteur Mukwege? Je pense qu'il a tout dit. Hein. C'est-à-dire, bon, comme je disais, on est en train d'aller sur le terrain pour faire l'état de lieu. Et cela, avec la collaboration avec la Fondation Panzi, ça va être extrêmement important de pouvoir mettre en place ces One-Stop Centers avec le modèle Panzi. Parce qu'on s'est rendu compte que le modèle Panzi, c'était ce modèle-là qui fonctionnait le mieux avec les 4 étapes de traitement qu'ils ont. Et on espère en avoir peut-être 2 ou 3 de plus ici à Kinshasa et aller vite à Kisangani pour pouvoir installer un. Celui de Kasai est déjà en train de se mettre en place avec l'aide de la Corée et pourquoi pas de le mettre un peu partout dans les 26 provinces. Hein, parce que la violence n'est pas seulement à l'Est, hein, la violence, elle est partout. Comme a dit le docteur Mukwege, il parle des enfants de 6 ans, on a des enfants de 3 ans, des enfants de 3 mois. Hein, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la mentalité de ces hommes qui est extrêmement exagéré pour pouvoir violer des enfants, pas seulement des enfants, des femmes, des mamans, des grandes-mères et parfois même des petits garçons. Hein. C'est tout ça qu'on doit essayer de voir comment est-ce qu'on peut prendre ça en charge. Et que l'opinion publique doit le savoir aussi. Et entre-temps, on est en train de mettre en place le Calling Center. Pendant 1 an, le Calling Center n'a pas fonctionné et le Calling Center était assez limité pour certaines provinces et fonctionnait que pendant 7 heures du temps. Là, on est en train de mettre en place un Calling Center qui va fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui va permettre à une femme qui se fait violer et qui s'est fait violer et qui a envie d'en parler à 3 heures du matin, elle aura l'écoute
une direction, directement on va la diriger vers un psychologue et directement on va la diriger vers un juriste. Alors, ce Calling Center va être financé et travailler en partenariat avec le BNSCUH et puis aussi avec l'UNFPA. On est en train de mettre tout ça ensemble. Les signatures, tout est en train de se mettre en place. Et ceux qui vont travailler sont déjà là. Et c'est ça, quoi. Parce qu'il faut absolument prendre en charge ces victimes. Et là aussi, il y a plusieurs systèmes aussi qu'on va mettre en place et on va mettre un podcast pour les victimes pour qu'ils puissent avoir des nouvelles à travers le pays. Parce que pour trouver un système d'avoir comme une radio pour les victimes de violences sexuelles, on s'est dit, bon, en mettant un podcast, c'est un peu plus facile pour qu'ils puissent, que tout le monde dans la République puisse être au courant de ce qui se passe réellement concernant la violence et quelles sont les prises en charge, pourquoi est-ce que l'addendum existe, pourquoi est-ce que le président doit absolument déclarer la tolérance zéro. Pourquoi est-ce que c'est important de travailler avec Pansy et les One Stop Center? Quels sont les services qui sont mis en place? C'est extrêmement important de véhiculer ces messages-là. C'est pas seulement avec des photos ou des pancartes, mais c'est aussi avec la radio, avec la télévision et tout ça. C'est ça. Alors, merci Madame Molo pour ça. Mais aussi, je me dis que c'est bon de nous traiter, c'est bon de nous aider à nous en sortir. Mais aussi, c'est important de savoir d'où vient ce violeur, pourquoi il nous viole, comment on doit vraiment combattre pour que ça n'arrive plus. Oui, de voir ça sera sans doute l'intérêt aussi d'une base de données, c'est de pouvoir faire beaucoup plus de recherches sur les victimes et tout ce qui entoure les victimes. On a beaucoup parlé des femmes. Peut-être avant de terminer ce débat, parce que ça fait déjà 1 heure que nous sommes en train de parler, je voulais peut-être laisser la parole aux hommes, à l'homme, puisqu'on a Adrien qui est avec nous et qui lui aussi victime de violences sexuelles. On dit facilement ou très souvent les survivantes, mais comme le rappelait le docteur Mukwege, il y a aussi des hommes qui en sont victimes. Adrien, encore, c'est particulièrement difficile de se retrouver victime de violences sexuelles quand on est un homme aujourd'hui en RDC. Oui. Pour moi, nous remercions d'abord le docteur Denis Mukwege et félicitons aussi Madame la coordonnatrice nationale et son homologue Aline Kanega, car grâce à eux qu'ils nous ont sensibilisés pour que nous aussi nous puissions briser le silence. Mais dire que les hommes sont des victimes de viols ici chez nous, c'est un tabou si on les parle. Et si ça se voit aux oreilles de la communauté, vraiment, on peut dire que les hommes ne peuvent pas être violés. Mais c'est vrai, parce que ce sont des actes que nous avons vécus et nous avons eu des traitements grâce au docteur Denis Mukwege, car ils nous ont mis en contact avec leurs psychologues. Aujourd'hui, nous sommes forts parce que nous avons eu la chance aussi de contacter le mouvement des survivants. Mais la question qu'on se pose aussi, on se demande pourquoi on est aussi débordé par des actes de la communauté et des paroles qui causent qu'on nous appelle souvent des PD. Aujourd'hui, on nous appelle des PD. Est-ce que réellement nous sommes des PD? Pourquoi ça? C'est parce qu'on est délaissé. On n'est pas connu au sein de la communauté. Alors, on se demande, pour que aussi nous puissions être insérés à la loi qui a été créée en 2006, à la loi des violences sexuelles qui a été créée en 2006, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxièmement, pour que aussi on se sente que nous sommes dans le code 1325 des lois de la sécurité des Nations Unies, pour que l'homme, on sache que l'homme aussi peut être violé et il ne peut pas être humilié dans la communauté. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai 3 petites questions que je voudrais aussi poser à Madame Lopo, qui peut nous aider
et qui peut aider aussi notre organisation pour que les victimes de violences sexuelles apparaissent aussi au sein des organisations nationales et internationales. Deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la survivante aussi assume une poste de précision ou une poste de décision dans notre pays, pendant que nous écoutons que Madame Moulopo nous dit qu'il y a des organisations qu'ils sont en train d'organiser pour voir comment protéger les survivants. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que aussi les survivantes occupent des places stratégiques dans cette organisation? Merci. D'accord, donc on va reparler de cette question de la discrimination positive, c'est intéressant, mais d'abord, peut-être un mot, Denis Mukwege, à propos de cette situation des hommes. C'est vrai que très facilement, on dit les femmes victimes de violences sexuelles. D'ailleurs, c'est le mouvement national des survivantes des violences sexuelles. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit des survivantes et des survivantes de violences sexuelles pour que justement les hommes puissent s'y reconnaître aussi? C'est presque le tabou des tabous dans cette situation des violences sexuelles en RDC. En effet, le mouvement de survivantes, survivants, c'est comme ça que nous l'appelons. C'est un mouvement qui intègre aussi bien les femmes que les hommes. Ce qui est vrai est que, je dois dire, les hommes comme Adrien sont des hommes qu'il faut féliciter, puisqu'ils ont eu le courage de briser les silences, puisque c'est ça la voie de la guérison. Je dois dire que prendre en charge un homme victime de violences sexuelles, c'est 10 fois plus difficile que prendre en charge une femme. Et nous avions observé dans notre pratique quotidienne, les hommes, lorsqu'ils sont violés, si ça se passe en plus en public, donc devant son épouse, devant ses enfants ou devant la communauté, malgré la prise en charge psychologique très, très suivie, la tendance suicidaire est très, très élevée. Et donc, on doit aider les hommes à pouvoir donc assumer, à pouvoir être à mesure de dire c'est arrivé, mais ils n'ont rien enlevé à moi, je reste un homme, je dois continuer à me battre, ils n'ont pas enlevé mon humanité en essayant de m'humilier. Et je crois que quand je disais qu'au début, on avait l'impression que c'était des gestes isolés, mais on s'était aperçu qu'il y avait des groupes armés qui voulaient violer que des hommes, puisqu'ils avaient l'impression que lorsque les hommes étaient violés dans une communauté, l'humiliation était profonde, la destruction du tissu social allait plus rapidement, puisque les femmes, elles essaient toujours de rassembler, amener tout le monde ensemble, mais lorsqu'un homme est humilié, souvent c'est une tendance tout simplement soit à disparaître ou à se suicider. Et là, je crois que ces mouvements de survivantes, survivants, c'est un mouvement qui aide aussi les hommes à pouvoir briser les silences, puisque ça, c'est une étape importante. Et lorsqu'ils brisent les silences, au moins, on peut être sûr qu'ils s'avancent dans la direction de la guérison. Lorsqu'ils ne brisent pas les silences, souvent, ils meurent dans des circonstances toujours qui s'apparentent au suicide. Et donc, je pense que ces mouvements doivent vraiment continuer à travailler avec les hommes, encourager les hommes, puisque nous savons que dans la société, peut-être ils représentent un faible pourcentage, mais ils existent. Il n'y a pas deux semaines, effectivement, nous avons accueilli à Panzi 13 petits garçons qui étaient violés dans la communauté. Et quand on voit ces petits garçons qui étaient de 8 à 13 ans qui étaient violés, vous sentez très bien qu'il y a ces concepts de ne plus exister, de ne plus être, je dirais, humain, qui envahit même des garçons de cet âge. Et c'est très, très important de pouvoir les protéger et les aider et les amener à entrer dans ces processus de guérison qui commencent toujours par pouvoir briser le silence. Et des hommes comme Adrien, je les ai toujours félicités et encouragés. Madame la conseillère spéciale,
Est-ce que dans les législations, est-ce que dans les procédures que vous mettez en place aujourd'hui, vous prenez en compte le fait qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences sexuelles? Adrien me parlait de modifications qui seraient nécessaires dans les lois. Qu'en pensez-vous? Pour apporter assistance aux survivants et aux survivantes, le pays a procédé dans, comment je peux dire, à revoir la stratégie nationale de la lutte contre les violences sexuelles, qui, avec sa nouvelle version, qui va permettre d'intégrer et les hommes et les femmes en même temps et sans distinction de sexe. Et aussi pour, quand il parle de leadership de la femme, on est en train de voir l'article 14 qui parle du gouvernement congolais, qui parle de la parité dans les différentes institutions, qui n'est pas toujours appliqué, qui n'est même pas vraiment applicable, parce que normalement, c'est à peu près 30%, mais on ne les atteint même pas. Avec le nouveau gouvernement qu'on a eu, avec le président de la République, on a pu atteindre, augmenter le nombre de femmes dans le gouvernement à peu près 18% de femmes qu'on a. Avant, il n'y en avait pas. Et même dans le bureau du président de la République, il y a un nombre élevé des femmes. Mais entre-temps, on a pu créer, comment je peux dire, au bureau du président de la République, une cellule genre qui va permettre aux membres à une équipe qui a été choisie, qui sont vraiment dirigés vers tout ce qui est thématique genre, à pouvoir s'assimiler de ce problématique, à pouvoir trouver des solutions, à pouvoir donner directement au président de la République des mots de langage et à mieux saisir l'importance de ce problème qu'on a ici, et aussi à pouvoir rencontrer les différentes comment on appelle ça, sociétés civiles, parler avec eux et qu'eux, ils nous donnent le message qu'on peut donner au président de la République, aller travailler avec la ministre du genre, qui est celle qui exécute, pour voir comment est-ce que la vision du président de la République côté genre va être exécutée par la ministre. Et je voudrais aussi rappeler que tous les 3 mois, le président de la République reçoit des femmes et il les écoute sur tout ce qui est problème genre. Alors, ces femmes-là que le président de la République reçoit tous les 3 mois, on va les rencontrer aussi pour pouvoir aussi avoir des éléments à pouvoir partager et que cette problématique de genre soit atteint à soit réglé dans tous les niveaux, non seulement du gouvernement, mais aussi à la présidence, mais aussi dans les différentes sociétés. La question qui était posée par Adrien, c'était celle de la discrimination positive, à savoir Oui. pas seulement pour les femmes, mais pour les victimes de violences sexuelles. Est-ce que ce serait possible d'envisager une discrimination positive pour ces victimes de violences sexuelles, pour justement, en termes de reconnaissance dans la société, si ces victimes de violences sexuelles parvenaient à avoir un poste de responsabilité tout en disant qu'elles ont été victimes de violences sexuelles, ça changerait nécessairement le regard de la société sur ces personnes. Est-ce que ça, c'est pas envisageable? Mais c'est absolument envisageable. On a vu ça dans les différents pays. C'était très difficile au début. C'est pour ça que nous, ce qu'on devra faire, c'est de pouvoir vulgariser ça, donner une meilleure communication à la population, et que les victimes se sentent à l'aise à pouvoir parler. C'est ça, tu vois. Et que de l'autre côté… Est-ce que l'État ne devrait pas montrer l'exemple, par exemple? Est-ce que l'État ne devrait pas montrer l'exemple Mais oui, absolument. En désignant ou en nommant dans certains postes à responsabilité des victimes de violences sexuelles qui assument d'être victimes de violences sexuelles pour justement pouvoir changer ce regard sur la société? Absolument, absolument. Quand vous regardez bien, avec la vision que le président amène, pendant longtemps, les personnes handicapées, les albinos, les autochtones étaient stigmatisées. Okay? Et là, il a changé la donne en nommant une ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap. C'est la même chose. C'est quelque chose qui est absolument faisable. Dans les rencontres que le président fait avec les femmes tous les 3 mois, ce sont des discussions qui viennent aussi. Alors, on va voir. Il y a d'autres nominations qui vont se faire, mais qui sait? S'il vous plaît, j'ai une petite recommandation aussi. Je suis Aline, du site Kivu. Aline. Ah oui. Allez-y.
Mais on a oublié aussi des enfants nés du viol aussi. Ce sont les fruits du viol. On a oublié de parler de ces enfants. Suite au manque de prise en charge, ces enfants ont des difficultés. Ils sont rejetés, stigmatisés. Ces enfants ne sont pas reconnus par l'État. Tu vois? Et tout ça, ça pousse à ce que les enfants soient dans la rue. Et être dans la rue, ces enfants sont maltraités, sont violés, ils font la prostitution dans la rue et après, elles seront un bombe à retardement dans notre société. Et à part ça, ces enfants ont besoin de la reconnaissance de l'État parce que ces enfants ne sont pas enregistrés, ils ne sont pas reconnus par l'État. Ces enfants ne sont pas acceptés dans la communauté. Madame la conseillère spéciale, est-ce que ça serait possible d'envisager un statut particulier pour les enfants issus de violences sexuelles? Oui, avec la dernière réunion qu'il y a eu de sécurité, il y a une résolution qui a été votée. Vous allez m'excuser, hein, parce que je ne sais plus si c'était 2264 ou 2064, vous m'excusez. Et cette résolution, ils se sont rendus compte que les enfants qui sont nés de viol étaient des victimes, comme les parents qui ont vécu la violence. Et avant ça, on ne les reconnaissait pas. Alors maintenant, il faudra mettre en place, et ça c'est aussi mis dans l'addendum du communiqué conjoint, un système de prise en charge de ces enfants-là. Premièrement, ils doivent être reconnus. Deuxièmement, on doit cesser de les stigmatiser. Troisièmement, ces enfants-là doivent être enregistrés. On s'est rendu compte que ces enfants-là ne sont pas du tout enregistrés et c'est très difficile pour eux d'aller dans les écoles ou de participer à des activités sociales qui sont faites pour les enfants. Ils sont souvent isolés aussi et souvent on s'est rendu compte aussi que ce sont ces mêmes enfants qui ont vécu la violence, qui sont nés de viol et quand ils grandissent, ce sont eux qui commettent les viols. Alors c'est ça qu'il faut arriver à mettre en place, un système de prise en charge pour ces enfants-là. Docteur Mukwege, est-ce que vous vous retrouvez avec justement cette situation de voir des enfants nés donc, de ces violences sexuelles qui se retrouvent à nouveau à l'hôpital Panzi pour les mêmes faits, les mêmes situations au bout de plus de 20 ans? Malheureusement, pendant très longtemps, la question des enfants issus du viol n'a pas été prise en considération. Je considère que c'est dommage puisque, en fait, Mohamed, il a très bien dit, c'est une bombe à retardement pour la société, puisque ces enfants qui n'ont pas d'identité, ces enfants qu'on ne reconnaît pas, on les donne même des noms qui sont des enfants serpents, des enfants interhomes, etc. Je pense que c'est extrêmement dangereux puisque c'est comme si les enfants grandissent avec tout simplement l'esprit de haine, de vengeance et ils se disent pourquoi ça m'arrive à moi. J'ai eu des questions de ces enfants qui sont toujours des questions embarrassantes. Parce que lorsque l'enfant commence à prendre conscience qu'il n'est pas accepté dans la société, il a 8 ans, eh bien, c'est un enfant qui va évoluer avec cet esprit où il sent qu'il est discriminé et il devient dangereux. Je crois que la dernière fois que j'avais eu affaire avec des enfants nés issus du viol, c'était des enfants que nous avions pris en charge au début de l'hôpital et qui ont grandi à la maison d'Orcas. Et lorsque ces enfants arrivent à l'âge de 15, 16, 17 ans, ils ont tout à fait des réactions de jeunes adolescents, mais ils sentent très bien qu'eux n'ont pas le même droit que les autres enfants. Et ils deviennent agressifs, ils sont en mesure de faire pire que ce que leurs parents avaient subi. Et donc, je suis vraiment très content que Mme Lopé puisse dire qu'aujourd'hui, il faut que ces enfants aient une identité, il faut que ces enfants aient un soutien spécial. Nous parlons beaucoup de soutien des femmes victimes de violences sexuelles, mais très peu des enfants issus du viol. Ce sont des enfants, je me rappelle toujours quand on nous avait appelé à Chabunda pour 3000 enfants qu'il fallait rapatrier au Rwanda. Et on posait la question. Les hommes du village nous disaient, nous sommes prêts à répondre à nos épouses, mais que ces enfants
traverse et aille au Rwanda, parce que ce sont des enfants qui sont nés par les miliciens qui étaient dans nos forêts ici. Ces enfants, ce sont des enfants qui ne sont acceptés ni par ceux qui ont commis les viols, qu'on ne connaît pas, ni par donc la communauté de leur mère. C'est extrêmement dangereux. Et si on ne prend pas en charge ces enfants, en fait, il n'y a pas d'avenir qu'on prépare pour tous les autres enfants de la communauté. Est-ce que... Sonia, Oui. j'avais une intervention. Oui, vas-y. Je suis très contente d'apprendre qu'il y a maintenant une résolution par rapport à la prise en charge des enfants ici du viol. Vraiment, c'est vraiment une satisfaction de notre part, État qui survivant. Et ce que je peux soulever, dans mon pays, la RDC, il y a de belles lois, de beaux textes, de bonnes résolutions, vraiment, nulle part au monde, nulle part ailleurs, seulement en RDC. La plus belle constitution aussi. Mais la mise en application, la lenteur dans la mise en application de ces belles lois, de ces bons textes, bonnes résolutions, c'est ce qui pose problème. Maintenant, une recommandation par rapport, cette fois-ci, à cette résolution par rapport à la prise en charge des enfants ici du viol. Si on peut accélérer cette fois-ci la machine pour que ces enfants soient pris en charge, parce qu'on en a beaucoup dans la communauté. C'est ce que je pouvais recommander à Mme Chantal, d'accélérer l'application de cette résolution. Merci. Madame la conseillère spéciale, je crois que la question est claire. C'est au-delà des textes dont vous parlez, ces victimes, c'est surtout de voir que ces lois ou ces bonnes paroles se traduisent vraiment en actes. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous engager, de ne pas en rester à ces lois, à ces cadres, à ces textes signés parfois avec l'ONU ou même votés par le Parlement. Ah oui, on travaille très fort. Hein. Sinon, je peux vous montrer mes muscles. Je suis en train de mettre tout, et mes pieds, mes mains, ma tête là-dessus, parce qu'on veut absolument en finir. On veut absolument en finir. Depuis 2010, on parle du Congo, on dit oui, capitale de viol, ça doit finir. Hein. Il faut amener une autre vision, un autre langage. Ces personnes qui ont vécu la violence depuis même avant 1997, on doit aussi les écouter. Ce n'est pas seulement ceux qui ont vécu pendant le temps de guerre. Il y a ceux qui ont été les bourreaux qu'on a relâchés, qui sont encore en train de se promener. On doit les rappeler à la cour. Hein? Il faut qu'ils soient jugés encore une fois. Hein? Je vais rappeler que la résolution, c'est une résolution des Nations Unies que nous, on va appliquer avec l'addendum et on va pousser le gouvernement à travailler en commun accord avec le Premier ministre, avec tous les différents ministères pour pouvoir mettre et en finir avec la violence faite à la femme et maintenant aussi la violence faite aux enfants, mais aussi la violence faite aux hommes. Alors, c'est vraiment un travail qui ne va pas être facile, mais on va y arriver. Ça prend seulement la volonté. C'est vrai que quand on dit que oui, on met des résolutions, le seul problème qu'on a au Congo, c'est notre système administratif. C'est pour ça, le système administratif nous empêche de mettre les applications très vite. Parce qu'il faut passer à tel bureau, aller signer telle résolution avec tel bureau, il faut signer tel accord avec tel bureau. Une fois que le système administratif du Congo… Système administratif? Non, politique et je dirais c'est plus administratif. Parce que ça prend du temps dans l'administration. Et après, vous savez, il y a souvent des changements politiques. Mais le premier truc, c'est vraiment le système administratif qui nous empêche. Parce que pour envoyer une lettre à telle personne, tu dois suivre le protocole. Est-ce que je suis bien dans la préséance? Bon, et puis ça va chez telle personne. Ce n'est pas des lettres que tu envoies direct. C'est tout un système qui fait que les choses sont au ralenti. C'est vraiment ça, en premier lieu. Merci. Parce que les volontés sont là. Les volontés sont là, oui. J'aimerais remercier Madame Moulopoué pour sa force et pour son énergie parce que lorsque je l'avais rencontrée à Oslo pour la première fois, j'avais trouvé une femme avec un grand cœur devant moi. Et avec son courage et avec le travail qu'elle est en train de dire
qui sont en train de réaliser quelques projets pour les survivantes. En tout cas, c'est du courage à encourager. Mais aussi, j'aimerais qu'elle ne soit pas comme Janine Mabunda, qui avait dépensé des centaines de milliers de dollars pour dire que le viol n'existe plus et on ne peut plus en parler. Donc, j'aimerais assez qu'elle ne soit pas comme Janine Mabunda. Il faut qu'elle soit forte, qu'elle soit à côté des survivantes et travailler avec les survivantes, mais aussi pour les survivantes. C'est ce que j'aimerais aussi dire à Madame Lopwe. Alors avant de conclure, on va revenir un peu sur le tournage de ce film Sema avec la réalisatrice Machérie Ekwa. Machérie, en quoi, on l'a vu, hein, c'est un débat qui suscite beaucoup de passion. On voit encore que ça crée aussi beaucoup de douleur chez les survivants et les survivantes de ces violences. Vous avez dû les diriger dans un film qui parle de ces violences sexuelles où elles jouent pratiquement leur propre rôle. En quoi c'est compliqué? Qu'est-ce que vous avez en tête à ce moment-là? Déjà, c'est pas très facile pour moi qui suis à la base chargée de... Je fais des films fiction où j'essaie forcément de reproduire des histoires, même si c'est des histoires déjà vécues. Mais là, c'était une expérience vraiment particulière parce que j'étais en face des personnes qui sont en train de parler d'elles-mêmes. Et je peux dire que j'ai même rencontré ces femmes qui sont, au moment où je parlais, les femmes, elles avaient du mal à... Il y en a qui n'étaient pas encore vraiment guéries de leur douleur. Mais c'est des gens qui se sont vraiment surpassés. Elles ont été même très fortes parce que je me rappelle, j'avais vraiment du mal à... Moi, j'avais vraiment du mal. Et c'est elles-mêmes, je me rappelle Tati et Maud qui étaient tout le temps en train de me dire que je dois être forte. Parce que nous qui n'avons pas vécu cette expérience, on a l'impression de regarder de loin ces femmes. Pourtant, nous sommes toutes les femmes comme elles et on peut être victime à tout moment. Et là, j'étais en face de la réalité. Je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas forte, mais de voir ces femmes qui s'est surpassées, d'être forte et de décider d'en avoir marre comme ça, d'affronter l'image parce que voilà, c'est un moyen de communication très, très fort. Et elles étaient là fortes de se dire que non, on affronte, on va dénoncer cette histoire, on en a marre. Et en plein tournage, on avait que moi, j'arrivais à chaque fois, j'ai pleuré parce que j'ai rencontré les docteurs, j'ai entendu parler du docteur, j'ai rencontré le docteur, j'ai vu le travail que le docteur a fait, j'ai vu toutes ces femmes, ces enfants issus de viol. J'étais vraiment en face de la vérité et j'étais brisée moi-même de voir ces femmes. Et c'est elles-mêmes qui m'encourageaient. Je ne savais pas quel rapport avoir avec ces femmes parce que j'étais en train de un film avec des femmes, on s'est retrouvés ensemble, on est en train de pleurer. On ne peut pas recommencer les choses parce que elles étaient en face de ce qu'elles ont vécu. Dans les tournages, on a l'habitude de quand ça ne se passe pas bien, on recommence. Ça ne se passe pas bien, on recommence. Mais là, plus on tournait, on était en face de quelqu'un qui revoit la vraie scène. Donc, en même temps, si j'étais confuse entre la réalité, ce n'était plus la fiction. Ce n'était plus du tout la fiction parce qu'on a laissé tourner la caméra. Quand on mettait play, on n'avait pas droit en fait à fictionnaliser la chose. C'est un film fiction, mais à un moment, c'était juste vrai parce que c'est un film écrit par ces femmes, tourné par ces femmes, par des enfants et ces femmes et hommes victimes de viols et violences sexuelles. En fait, pour moi, ce n'était plus une fiction parce que tout ce que j'ai fait, c'est leur donner la force d'être à l'image et de parler de leur histoire. Parce que quand je suis arrivée, je me rappelle, il y avait des femmes qui n'étaient pas encore prêtes de tourner, mais quand elles ont échangé avec moi et je leur ai dit que j'étais là pour les accompagner, elles ont pris courage et accepté de tourner, de faire d'habitude dans des films, on joue de rôle. Mais elles étaient là à jouer elles-mêmes, à montrer ce qu'elles ont vécu. Et moi, derrière la caméra, derrière mon écran, j'ai fondé en larmes, mais je devais être forte pour elles. Et cette expérience, je peux dire que ça m'a vraiment beaucoup changé. Au départ, j'ai toujours voulu défendre la cause de la femme, mais là, ce n'était plus la même chose. Là, j'ai remis toute ma carrière en question et il ne s'agissait plus de jouer un rôle de porter une cause quelconque.
mais il s'agissait d'être une voix pour toutes ces femmes, parce que moi, je suis une femme, je suis congolaise, je vis dans cette région où, dans ces pays, à quel moment ça peut être moi. Il ne s'agit pas de femmes quelconques que nous devons seulement. C'est une cause importante parce que ça peut être moi, ça peut être Madame la ministre, ça peut être n'importe qui, parce que le pays est en insécurité. Et moi, en tant que réalisatrice, je porte l'image. Aujourd'hui, on voit les mouvements contre le racisme. Ça existe depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, parce que c'est porté à l'image, tout le monde est au courant et tout le monde se manifeste. Donc, je pense que l'image, c'est quelque chose que nous ne devons pas du tout négliger. Moi, j'avais très peur de m'engager dans cette cause, mais je me suis dit, à quoi ça sert d'exister, de faire des choses qui ne valent pas la peine alors qu'il y a des vraies causes que je peux m'émettre? Je dis que non. Je veux être juste la voix des sans-voix. Ces femmes ne savent pas manier la caméra, elles ne savent pas manier l'audio, elles sont victimes. Et moi, si je peux faire quelque chose, pourquoi je ne peux pas faire entendre leur voix? Donc, Sarah, vous avez joué dans ce film, vous êtes vous-même, vous avez décidé d'apparaître avec votre nom modifié, on le voit avec le visage couvert, et pourtant vous avez joué dans ce film. Qu'est-ce qui vous a poussé à ça et qu'est-ce que ça vous a apporté finalement de jouer dans ce film? Quand j'y pense, je ne peux m'empêcher de sourire parce qu'en fait, c'était pas prévu que je joue au début. Et là, quand j'étais entré dans la salle de répétition, ma chérie qui me regardait, elle me fixait dans moi et s'approche de moi, elle me dit, c'est toi que je veux pour ce rôle. Je lui ai fixé. On dirait qu'elle a remarqué que j'avais peur, que je n'étais pas prête à le faire. Et elle a ajouté en disant, ne t'inquiète pas, je serai là pour t'aider. Et maintenant, à l'entendre, je me demande compte qu'elle également, elle avait peur. Et il devait son passé pour rester courageuse. Alors, franchement, en fait, je ne me croyais pas capable de le faire. Je n'avais pas confiance en moi, je ne savais pas que j'allais terminer le tournage. Quand j'ai dit oui à ma chérie. Alors, revivre mon passé à travers ce film fut tellement douloureux, mais libérateur pour moi. Dans certaines scènes, j'ai dû revivre les moments que je cherche à oublier. Et tu vois, ce sentiment d'impuissance, de dégoût qu'on ressent en soi, j'ai mis assez de temps pour le chasser. Et là, j'avais peur que je ne retombe dans la même situation. Alors, à la fin de chaque journée, quand je voyais toute l'équipe satisfaite du travail accompli, quand je voyais tout le monde heureux, tout le monde courageux, je me disais que wow, c'est une victoire de plus. Demain, c'est un nouveau jour, je dois encore faire de mon mieux, je dois encore combattre pour que je fasse mieux, pour que le film continue. Et je dois le faire pas seulement pour moi, mais pour les autres survivants comme moi. Pour ceux-là qui n'ont pas encore brisé le silence. C'est ainsi qu'à travers ces mains, j'ai pu raconter mon histoire, j'ai pu exprimer ma douleur et me surpasser un tout petit peu quoi. À cause de la stigmatisation, je n'arrive pas encore à briser le silence. En fait, mes proches ne sont pas encore prêts de l'accepter pour beaucoup de raisons, entre autres celui du déshonneur de la famille, mais également quand j'entends la façon dont les gens dans la société critiquent les survivantes, j'avoue que cela ne me donne pas le courage de le faire. Alors, après le tournage, franchement, j'ai senti mon cœur devenir très léger. Et pour une fois, une certaine peur intérieure m'a envahi. Et c'était génial. C'était très génial, j'ai aimé. Alors, j'étais très, très, très fier de moi, car Sema n'est pas seulement mon histoire. Sema, c'est l'histoire de toutes les survivantes. C'est l'histoire de Tati, c'est l'histoire de Mag, des anges, d'Aline, d'Adrien. C'est l'histoire de femmes de Béni, des femmes de Mwenga, des Kabikoko et partout ailleurs. Des femmes que personne ne veut pas croire et que personne ne veut entendre leur voix. En plus, ça, mon expérience. Je pense que vous avez donné le parfait mot de la fin, en fait, pour présenter ce film. Donc, SEMA, qui est le film du Mouvement national des survivantes et survivants de violences sexuelles en RDC, déjà doublement primé
à l'étranger. Je vais remercier le docteur Denis Mukwege, que l'on ne présente plus, prix Nobel de la paix, et directeur de l'hôpital de Panzi, qui s'occupe de ces victimes de violences sexuelles en RDC, donc pas seulement au Sud-Kivu, mais sur tout le territoire, à Chantal, évidemment, Moulop, qui est conseillère spéciale du chef de l'État en matière de violences sexuelles, qui nous a fait l'honneur d'être là et de nous accompagner pendant toute cette heure. Merci aussi à ma chérie Ekwa, donc la réalisatrice de ce film Sema, et puis évidemment à toutes les survivantes et survivants du mouvement national qui ont été parmi nous pour ce débat. Et puis voilà, il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris, il y a beaucoup de témoignages qui ont été donnés, et puis on espère surtout que ce film, qui est très touchant, bouleversant aussi par sa nature, par le simple fait que ce soit des victimes qui jouent leur propre rôle et qu'on ne cache aucune violence dans ce film, aucune réalité de la violence. Donc voilà, on ne peut qu'encourager en tout cas le public à regarder ce film et à s'intéresser donc à cette cause-là et à se mobiliser également auprès de leurs personnalités politiques, des personnalités politiques, que ce soit au Congo ou à l'étranger, pour que cette cause-là soit entendue et que les législations changent, les mentalités changent et que surtout la stigmatisation s'arrête. Tumeamua kuvunja ukimya, tulijitia pamoja ili tuachie watoto wetu dunia bila ujeuri na ubakaji. Toingi kimya, mimi ndege mdogo nataka kusanga, mimi ndege mdogo nataka kusanga, mimi ndege mdogo nataka kusanga, mimi ndege mdogo.